Vous êtes sur les ondes de Top Pot, votre podcast en français sur la science, l'industrie et la consommation du cannabis. Mon nom est Luc Prévost et j'ai le plaisir de vous recevoir dans un cannabistro virtuel, le Top Pot. Bienvenue chez vous. Top Pot ne donne aucun conseil. Consultez votre médecin, votre pharmacien, votre avocat, votre journaliste préféré, le législateur ou la personne de science de votre choix. Aucun des auteurs, contributeurs, commanditaires, administrateurs, toute autre personne liée à Top Pot ne peut être tenu responsable de quelque manière que ce soit de votre utilisation de l'information contenue dans le podcast. Vous allez bien? Le chanvre est bon par chez vous? C'était l'anniversaire de la légalisation canadienne il n'y a pas longtemps. Dans l'épisode 75, on a regardé en arrière pour tenter de comprendre ce qui était arrivé dans les 3 dernières années. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On regarde devant, à moitié. On tente de comprendre dans quelle direction peut évoluer l'industrie du cannabis au Canada et au Québec. Pour se guider dans cette aventure de prospection, la comparaison est un outil très utile. Et ça tombe bien, car dans la catégorie des drogues légales qui commanditent des festivals de jazz, par exemple, on trouve 2 grandes catégories de produits. Oui, on parle de la bière et du champagne. On va regarder quelles sont les ressemblances et les différences entre l'industrie des microbrasseries du Québec, l'industrie du champagne en France et l'industrie canadienne du cannabis. Pourquoi demandent déjà certains dans le fond du café? Taisez-vous! Pour tenter de comprendre quels sont les futurs possibles pour l'industrie du cannabis, tout simplement. Je vous propose, pour commencer, un drôle d'exemple pour un vegan, afin de lancer la discussion. Il y a une dizaine d'années, l'UPA, l'Union des producteurs agricoles et l'industrie du porc au Québec, ont fait le pari de produire du cochon pour les Chinois. Un porc de qualité, c'est sûr. Mais pour arriver à vendre du porc pas cher, eh bien forcément, il faut couper quelque part. Voilà une industrie qui peine à nourrir ses animaux, selon une déclaration de David Duval, le président des éleveurs de porc du Québec. La Chine, en plus, la coquine, a décidé récemment de fermer ses frontières aux importations de porc. Le porc, comme le cannabis, est l'objet de convoitises qui est soumis à plusieurs types de pressions politiques. Vous le savez aussi, la Chine excelle dans le cannabis, mais le cannabis, c'est BD. Il y a un épisode qui est consacré sur Top Pot. Alors, comme la Chine, mais pour d'autres raisons, le Canada ferme ses frontières aux importations de cannabis depuis les débuts de la légalisation. On peut penser et même dire que c'est très bien, mais les nations où nous exportons vont finir par se réveiller, probablement le jour où leurs chambres de commerce vont affirmer haut et fort vouloir exporter au Canada. Notre voisin américain n'attend que cela. Chez nous, au Québec, l'industrie québécoise du cannabis non médical existe à peine officiellement depuis 3 ans. C'est à peine si elle marche. D'un côté, on peut penser légitimement que c'est normal qu'elle soit désorganisée ou pas encore organisée. De l'autre, les optimistes voudront participer à son essor et à sa construction. Le but de cet épisode de Top Pot est de participer à cette construction en proposant des pistes de réflexion. Tout le monde ne parle que de la qualité de leurs produits. Ce n'est pas la faute de l'industrie, mais plutôt celle des différents législateurs qui interdisent, plus ou moins, toute forme de publicité. C'est la grande promesse de la plus grande qualité. Mais c'est quoi la qualité? Tout cela nous propulse dans le débat éternel sur cette notion de qualité. Si le sujet vous intéresse d'une façon générale ou particulière, il y a un livre qui devrait vous charmer. Le livre s'intitule « Traité du zen et de l'entretien des motocyclettes ». C'est un best-seller mondial écrit par Robert Pirsig, P-I-R-S-I-G. C'est l'histoire d'un père et de son fils qui font un voyage en moto. La moto et l'escapade routière, le road trip, sont des prétextes à philosopher. Pendant plusieurs centaines de pages, Pirsig discute surtout du mot « qualité » de sa définition. Votre dictionnaire, le mien aussi, ne se casse pas la tête. Voici la définition du mot « qualité » dans mon dictionnaire.
état caractéristique, propriété de quelque chose qui lui donne une valeur plus ou moins grande. Fin de la citation. Une valeur plus ou moins grande. On comprend que tout le monde se réclame de la qualité si ça permet de vendre plus cher. Et c'est pas mesquin de le dire ou de le faire. On va donc aujourd'hui arpenter cette notion de qualité pour parler de l'industrie québécoise du cannabis qui doit promettre la qualité, toute la qualité, rien que la qualité, pour justifier les prix demandés à l'achat, versus le marché noir, évidemment. Alors, pour le plus grand bénéfice de mon auditoire, je viens de faire un exercice sur le site de la SQDC. Le produit artisanal le plus cher que j'ai trouvé se vend 19,71 $ le gramme. Ça fait une once à 552 $ canadiens. Il faut offrir vraiment beaucoup de qualité pour prétendre vendre à ce prix stratosphérique. Et sans tomber dans cette posture caricaturale d'un prix très élevé stratosphérique, un gramme de fleurs qui coûte autour de 10 $, il faut quand même se lever tôt pour faire rêver très fort un consommateur pour qu'il avance ce type d'argent. Avant d'aller plus loin dans notre épisode, j'aimerais partager avec vous un détail rigolo mais complètement inutile, peut-être. Le Guinness Book of Records affirme que le livre dont nous venons de parler, Zen and the Art of Motorcycle Maintenance, est le best-seller qui a été refusé par le plus grand nombre d'éditeurs, soit 121. Vous voyez déjà, pour 121 éditeurs, des professionnels de l'édition qui lisent pour métier, eh bien, ce best-seller, ce manuscrit qu'ils ont reçu, n'était pas d'assez bonne qualité. 121 éditeurs qui ont refusé de voir ce que des millions de gens ont vu et lu instantanément. On retrouve là dans son entièreté le dilemme de la qualité qui veut tout dire et rien en même temps. OK, vous le savez, hein, quand je suis pas en entrevue et que je suis tout simplement au comptoir du Top Pot, je commence par un petit café. Une seconde. Hé, MJ! Salut! Ouais, moi aussi. Mon habituel, s'il te plaît. OK. OK. Allons-nous tenter de comparer le cannabis, la bière et le champagne pour savoir quel est le produit de la meilleure qualité? Non, non. Une bière peut être de meilleure qualité qu'un champagne et vice-versa. On peut s'entendre beaucoup plus facilement en disant que les trois produits, le cannabis, la bière et le champagne, eh bien, ce sont des drogues, les trois produits. Alors, de quoi allons-nous parler? Comme l'industrie du cannabis est jeune et sans histoire, enfin presque, il est difficile de discuter avec une perspective historique. Mais que pouvons-nous apprendre d'autres industries sur les possibles scénarios d'évolution pour l'industrie qui nous concerne, celle du cannabis? Eh bien, je l'affirme, nous pouvons apprendre plein de choses. Et je prends à témoin tous ces gens que je croise sur les réseaux sociaux qui affirment que le cannabis artisanal a sa place, comme la bière artisanale. C'est le moment où je leur pose toujours la même question. Combien de bières artisanales avez-vous acheté dans les 6 derniers mois et à quel prix? Il y a toujours un petit silence ou une longue pause à ce moment-là. Vous qui m'écoutez là, c'est quand la dernière fois que vous avez acheté une pite caribou, par exemple? Moi, je suis chanceux. J'ai un dépanneur qui tient plus de 500 sortes de bières artisanales à un jet de pierre de chez moi. On sait aussi que le prix que les consommateurs sont prêts à payer pour une bière artisanale varie selon la taille de la ville qu'ils habitent. Et cette notion de capacité à payer va revenir hanter l'industrie du cannabis au Québec, c'est sûr. Imaginons un scénario parmi d'autres. Vous produisez du cannabis artisanal en région. Le meilleur au monde, c'est comme ça. Si la SQDC décide de vendre vos produits uniquement dans cette région, dans ses boutiques, forcément, la vente de ce produit artisanal
va souffrir de cette situation. Pourquoi? Parce que dans la région, le pouvoir d'achat est moins élevé que dans les milieux plus urbains. Juste une seconde. Merci, MJ. Ce sera pas long. On disait quoi? Ah oui, le prix de la bière artisanale. J'ai trouvé une étude française. Oui, il y a un lien pour les curieuses dans les notes de l'épisode. Donc, une étude française qui démontre que les consommateurs de bière en France sont prêts à payer 40 % plus cher pour leur demi, pour leur bière artisanale. 40 % de plus pour un produit artisanal. Est-ce que vous commencez à voir des ressemblances avec ce qui se passe à la SQDC? À la SQDC, on trouve des 3,5 grammes à 25 $ ou à 50 $. Les amateurs de bière au Canada se souviennent tous des propos du maire de Toronto, M. Ford, qui invitait les brasseurs à vendre leur bière à 1 $. Voulait-il dire que les bières artisanales étaient trop chères en Ontario? C'est en tout cas ce qu'a pensé l'industrie brassicole. Et pourtant, personne n'ose prétendre que la bière industrielle offre une qualité similaire à la bière artisanale. Si on est généreux, on va plutôt parler de produits honnêtes. Ça ressemble aussi à ce qui se passe dans l'industrie du cannabis. Fait important à noter, Santé Canada accorde de plus en plus de licences de microproduction, et pas juste au Québec. Alors que le Québec a récemment passé le cap des 100 licences de production de cannabis, on a vu ça récemment dans l'épisode 63, le monde de la bière peut nous enseigner quoi? Eh bien, il y a de plus en plus de microbrasseries et de moins en moins de buveurs de bière partout au Canada, sauf au Québec. La bouteille disparaît au profit de la canette, les bières importées sont beaucoup moins populaires et les prix sont en hausse. Donc, beaucoup de transformations dans une industrie qui existe depuis quelques centaines d'années, tout de même. Et si le pot vole des parts de marché à la bière, les autres psychédéliques qui seront forcément légalisés dans un avenir plus ou moins proche vont, à leur tour, venir amputer des parts de marché au cannabis. Ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas demain, mais c'est sûr que ça va arriver. L'industrie du cannabis non médical a à peine 3 ans. Notre compréhension de la situation au Québec, à cause du monopole de la SQDC, est forcément un peu plus opaque. Pas par méchanceté, par la structure même des choses. Que pouvons-nous comprendre en extrapolant la situation des microbrasseries? Plein de choses. D'abord, l'Association des microbrasseries du Québec, l'AMBQ, existe depuis seulement 1990, soit 3 ans après le début de l'émission des permis de microbrasserie. D'ailleurs, c'est quoi la différence entre le mot « permis » pour les microbrasseries et le mot « licence » pour les microproducteurs de cannabis? Je ne sais pas. Vous avez aussi remarqué, je suis sûr, que les détenteurs de licences de production de cannabis sont des producteurs autorisés en français, mais en anglais, ce sont des Legal Producers, des LP. On est autorisé en français, mais légal en anglais. Quelles sont les conséquences juridiques? Je ne sais pas. Peut-être qu'un jour, quelqu'un va défier Santé Canada sur l'interprétation de autorisé versus légal. Mais c'est une saga, ça aussi, pour une autre fois. Donc, depuis 1990, la production des microbrasseries représente 11 % du marché québécois de la bière, selon des chiffres qui datent de 2016. On parle, paraît-il, de 15 % en 2021 et presque 5 000 emplois en région et en centre urbain. Il paraît que la coopération chez les microbrasseurs est forte, même s'il existe des différences de taille assez marquées dans l'industrie en général. Confidence personnelle, dans une autre vie, j'ai eu la chance de côtoyer des cadres supérieurs dans l'industrie de la bière au Québec. Quel est mon principal souvenir? Tout le monde, chez les grands brasseurs, se moquait de la part de marché des microbrasseries. Tout le monde. Il est vrai qu'à l'époque, on ne parlait même pas de 1 %. Aujourd'hui, on dirait « ankle biters » pour reprendre l'expression à la mode. Les défis de l'industrie brassicole sont multiples. Mais ça tombe bien. J'ai trouvé une belle étude. Cette étude de 175 pages cible des enjeux communs. Si vous le voulez, pour la suite des choses, on va appeler ça, entre nous, la liste.
La voici, cette liste. On parle de difficultés liées à la gestion et au développement du réseau de la distribution. On parle de la forte compétition provenant des grands brasseurs. On parle du cadre réglementaire limitant l'innovation et la croissance de l'industrie. On évoque l'accès au financement pour les projets de développement et de modernisation. Et finalement, on parle de problèmes logistiques entourant la gestion des contenants et le recyclage. Si vous suivez minimalement l'industrie du cannabis au Québec, vous avez déjà noté sans doute la similitude troublante des problèmes qui assaillent l'industrie de la bière et celle du cannabis. Est-ce que les microproducteurs de cannabis créent plus d'emplois que les microbrasseries? Dans le fond, ce n'est pas important. La qualité ne se juge pas à la taille d'un marché ou à l'impact sur le PIB du pays. Le rapport dont je vous parlais initialement, la recherche, confirme que dans toutes les provinces canadiennes, les gouvernements mettent en place différentes mesures en vue de soutenir les microbrasseries et leur développement. Pour sa part, le Québec le fait principalement au moyen d'un taux réduit de la taxe spécifique sur la bière. C'est gentil, non? Merci, monsieur le législateur. On remercie tous ensemble le législateur pour l'industrie de la bière. Allez, en même temps. Est-ce que le législateur croit que les microproducteurs de cannabis pourraient bénéficier d'une même bienveillance? On dirait que non. Partout au Canada, le cannabis est taxé de manière punitive, minimalement. Vous croyez que la bière est avantagée dans un contexte de compétition globale? Pas du tout. Les taxes à la consommation sur la bière sont environ 5 fois plus élevées au Canada qu'aux États-Unis. On va remettre ça dans une perspective historique, encore une fois, pour mieux comprendre. Au Québec, John Molson a lancé sa brasserie en 1785. Il faut attendre 1952 pour voir apparaître une seconde grande marque, la marque Labatt, qui était jusque-là fabriquée en Ontario. La toute première microbrasserie québécoise? Eh bien, la page Bière du Québec sur Wikipédia affirme que ce titre revient à la bière Massawippi, qui a été brassée pour la première fois à North Atlee en 1982. C'est ça un capital culturel. Molson, 1785, première bière artisanale québécoise, 1982. Ça fait, arrondi, 200 ans d'avance. C'est aussi la pérennité de certaines institutions. Institutions remises en cause toujours avec le temps. Même les grands groupes familiaux anglophones passent maintenant dans le tordeur. Depuis la disparition des magasins Simpson, par exemple, cette tendance est inexorable. Molson a d'ailleurs récemment fusionné avec Coors pour survivre, tout simplement. Face à tout ça, le cannabis ne pèse pas lourd. Comme son industrie n'a pas de structure ou de boys club bien développé, eh bien, tous les législateurs se permettent de surtaxer l'industrie du cannabis, car on sait que la riposte ne viendra pas. L'exemple du recyclage des pots à la SQDC est le plus bel exemple de cette faiblesse. Ce sont les consommateurs qui ont fait les pressions nécessaires pour que la SQDC change ses pratiques. L'industrie, à ce moment-là, était préoccupée par autre chose ou ne voyait pas du tout le problème. Faut le rappeler, et je le fais fréquemment, la SQDC est l'enfant légitime de la SAC, qui ne sait toujours pas, des millions d'années après sa création, comment recycler une bouteille de verre. Alors, eh bien, non seulement on surtaxe de partout l'industrie canadienne du cannabis, et l'industrie québécoise aussi, par le même fait, eh bien, en 2021, on a toujours une majorité de banques qui ne permettent pas l'ouverture de comptes en banque aux membres de l'industrie. C'est embêtant tout ça. Mais je dirais que, malgré tout, dans une perspective à long terme, ce ne sont que des péripéties de croissance. Et pour l'instant, les banques aiment toujours, d'ailleurs, les géants canadiens du cannabis. Eux, les cadres de ces géants, déposent des millions dans leurs comptes. Et ça ne fait pas beaucoup d'heureux, malgré tout, sauf les banquiers, car pour les investisseurs, c'est la valeur des actions qui compte. Mais ça aussi, c'est une saga pour une autre fois. Il a fallu attendre 8 ans après la naissance officielle de l'industrie des microbrasseries québécoises pour que la MBQ,
l'Association des microbrasseries du Québec, émerge. Nous savons aussi que les microbrasseries ont 36 ans d'avance, par le fait même, sur l'industrie du cannabis, en quelque sorte, un autre capital culturel énorme. Le constat le plus dramatique est que la liste, vous vous souvenez de notre liste des revendications de l'industrie des microbrasseries, est exactement la même que celle de l'industrie du cannabis. La liste. Je la répète rapidement dans le contexte maintenant du cannabis. On parle de difficultés liées à la gestion et au développement du réseau de distribution. On évoque la forte compétition provenant des grands. Dans ce cas-ci, ce ne sont pas des brasseurs, mais des grands producteurs de cannabis. On parle du cadre réglementaire limitant l'innovation et la croissance de l'industrie. Ça, on le sait maintenant, c'est fait à escient. On parle également de l'accès au financement pour les projets de développement et de la modernisation. Et finalement, on parle aussi de la logistique entourant la gestion des contenants et de leur recyclage. Eh bien, l'industrie de la bière artisanale et celle des microproducteurs de cannabis ont exactement la même liste de revendications. Et dans le cannabis, tout est à faire. Mais personne ne va pouvoir attendre 36 ans pour présenter cette liste. La taille des investissements, les contraintes réglementaires l'interdisent. On peut affirmer, d'une certaine façon, que le cannabis ressemble à la bière dans son histoire et ses freins historiques. À 36 ans d'intervalle, les deux industries souffrent symétriquement des mêmes plaies. Par contre, il y a 286 permis d'entreprise brassicole qui ont été décernés en 36 ans, contre une centaine de licences de cannabis en 3 ans. Si la tendance se poursuit, comme disait l'autre, l'industrie du cannabis va créer beaucoup plus d'emplois. C'est à suivre. Mais ce n'est pas du tout cuit quand même pour le monde de la bière artisanale. Ce monde doit continuer de se battre. Mais entre vous et moi, les producteurs de vin québécois doivent aussi se battre. Dans le journal La Presse, on pouvait lire le 23 octobre que les vignerons québécois pourront désormais récupérer la peau de leurs raisins pour en faire de la piquette. Le gouvernement Legault vient d'autoriser la production de cette boisson en modifiant un ancien règlement devenu, entre guillemets, désuet, selon la ministre responsable du dossier, Lucie Lecourt. Fin de la citation. Un règlement désuet selon Mme Lecourt. Eh bien, si Mme Lecourt a 5 minutes, elle peut régler un autre règlement désuet très facilement. Les producteurs de cidre ou de vin peuvent vendre leurs produits dans les marchés publics. C'est extraordinaire, c'est bien. Pas les brasseurs. C'est juste un exemple comme ça, presque au hasard. C'est ça qu'il faut faire aussi dans le cannabis. Ne plus attendre pour faire disparaître des règlements désuets, même s'ils n'ont que 3 ans. OK. Après la piquette, forcément, on doit parler de champagne. Le champagne, c'est supposé être le summum de la célébration, la représentation du luxe. On peut dire que le champagne est un mème. Je pense à la Formule 1 où les coureurs s'aspergent, et même dans les sports de pauvres comme le cyclisme, c'est la même chose. Le champagne, c'est l'artisanat à son paroxysme. Le terroir et le luxe en même temps, ainsi que l'agencement des odeurs du compost et de l'argent. Le champagne revient d'ailleurs constamment en arrière pour rester devant. J'ai eu la chance de parler à un artisan de la Champagne il y a quelques années, un monsieur Barbichon. 9 hectares, 35 000 bouteilles. J'avais une question technique à lui poser sur la composition de son champagne. Et évidemment, une autre saga de vegan. Alors, je trouve son numéro de téléphone sur le net, je l'appelle, ça ne répond pas. Je laisse un message. Dans ma tête, c'est clair, ça finissait là. Eh ben non! L'artisan Barbichon me rappelle dans la demi-heure. Puis on parle, puis on discute. Une incroyable générosité. Le centre d'appel dont tout le monde rêve. Le propriétaire qui te rappelle pour discuter des mérites de la décantation par gravitation et de ses limites. Incroyable. Monsieur Barbichon me racontait, entre autres, comment ses grands-parents s'arrachaient les cheveux car ils ne comprenaient pas pourquoi leurs petits-enfants renonçaient, entre autres, au tracteur qui leur avait coûté très cher. Chez les Barbichon, dans les années 2000, les descendants Barbichon veulent revenir à la méthode du tout fait main.
C'est un peu comme la manucure des fleurs de cannabis à la main plutôt qu'à la machine. La culture champenoise, c'est ça. Un pied dans le futur et l'autre dans le passé. Est-ce que vous avez déjà vu un remueur de champagne? Si, ça existe. Les curieuses vont trouver un lien dans les notes de l'épisode pour une vidéo qui montre ce métier artisanal. Le champagne, c'est aussi un cahier des charges précis et un site officiel rempli de documents incroyables. Je vous rappelle que l'industrie québécoise du cannabis est laissée à elle-même quand vient le temps de calculer quelque chose d'aussi simple et emblématique que les pourcentages de THC et de CBD. Il n'existe aucun protocole et les résultats relèvent de la loterie davantage que de la science. Si le sujet vous intéresse, il s'agit de l'épisode 57 avec Mathias Plourde de la société Premier Tech. Le lien est dans les notes de l'épisode. Le champagne est une industrie qui, malgré son prestige incroyable, c'est une industrie qui écoute ses consommateurs. Il y a une association des champagnes biologiques, l'ACB. Quand on y pense bien au fond, le bio, c'est la méthode traditionnelle, celle d'avant l'apparition des produits agrotox. Cette organisation du luxe est une spécialité française. Avec ses diplomates et ses fins limiers, ils se battent sur toute la planète pour conserver l'exclusivité, entre autres, du mot champagne. D'ailleurs, sur le site champagne.fr, le slogan est « Il n'est champagne que de la Champagne ». Le site propose des dizaines de brochures numériques en français, en anglais, en allemand, en néerlandais, en espagnol, en italien, en chinois, en japonais. La Champagne représente même pas 0,1 de 1% de la surface viticole mondiale. Pourtant, on y retrouve 130 coopératives et 360 châteaux. Des coopératives dans une industrie de luxe. Ils sont fous, ces Français. D'ailleurs, toute la région vit en symbiose. Elle vient d'ailleurs d'adopter des objectifs précis, comme la fin de l'utilisation des pesticides d'ici 2025 et une diminution des émissions de carbone de 75 % d'ici 2050. L'industrie champenoise produit même un document de 15 pages intitulé « Changement climatique, adaptation dans la région de Champagne ». L'industrie du champagne a commencé à prendre soin de son environnement il y a 40 ans. Ils ont même mis un MOOC, un cours en ligne, pour devenir un expert en champagne. C'est épatant tout ça, non? Et pourtant, quand je parcours les réseaux sociaux, je vois exactement les mêmes discussions dans l'industrie du cannabis au Québec et au Canada. Je vois des étudiants qui rêvent de se lancer dans le cannatourisme. Je vois des consommateurs qui font la promotion des cultivars qui les allument. Je croise des producteurs autorisés qui veulent innover. Je vois aussi des gens qui sont rares, mais qui gèrent intelligemment leurs déchets industriels. Il est quelle heure, là? Oh, c'est l'heure. Juste une seconde. Hé, MJ! Merci beaucoup. Bonne semaine. Si tu vois Jason, dis-lui bonjour de ma part. OK. Merci. De retour. C'est pas compliqué. Tout le monde dans l'industrie canadienne du cannabis rêve de faire un copier-coller de ce terroir français au Canada et aux États-Unis aussi. Frenchy Cannoli était un ambassadeur de cette joie de produire du hash de qualité. Évidemment, le terroir s'exprime autrement dans de la laine de roche ou des copeaux de noix de coco et sous des lampes LED. Il va falloir quelques adaptations. Un système de chauffage, ventilation et de conditionnement d'air, un CVCA, c'est un peu moins charmant que le vent qui contourne l'architecture gothique et les 2303 statues de la cathédrale de Reims avant de venir chatouiller les raisins de votre champagne préféré. Mais symétriquement, les microbrasseries québécoises ne se vantent pas de faire pousser le meilleur houblon au monde. Ils ont adopté leur méthode et surtout leur discours. Alors, quel est donc l'avenir de notre industrie du cannabis au Québec et au Canada? Un futur comme celui de la bière commerciale, comme celui de la bière artisanale ou comme celui du champagne? Encore une fois, je crois qu'il est trop tôt pour le dire. Mais les prochains mois seront cruciaux pour la survie de beaucoup de producteurs autorisés.
Dans un article qui célébrait le 30e anniversaire de l'Association des microbrasseries du Québec, Philippe Renaud, le journaliste du Devoir, donnait la parole à la directrice de la MBQ, Marie-Ève Mirand. Et là, je cite. « C'est la dimension locale de nos produits qui attire le consommateur, affirme Marie-Ève Mirand. Il veut acheter ici, encourager des emplois créés ici, favoriser les retombées économiques directes et indirectes locales et ne pas voir les bénéfices de cette industrie sortir du Québec. La promotion des microbrasseries québécoises doit aussi passer par l'agrotourisme, estime-t-elle. La bière artisanale est le deuxième produit d'appel en importance dans le secteur du tourisme gourmand après le fromage. C'est pourtant un filon qu'on exploite mal parce qu'on est peu présent sur les routes gourmandes. Il faut se structurer, travailler à une promotion commune pour prendre le virage du tourisme brassicole. » Fin de la citation. Avouez-le, ce discours pourrait être celui d'une association de microproducteurs de cannabis. Est-ce que le champagne peut aussi, au final, inspirer les microproducteurs comme modèle à imiter? Certains le font déjà au niveau du positionnement qualitatif. Mais le marché du champagne ressemble aussi à celui du cannabis dans ses pires travers. C'est un marché dominé par quelques gros joueurs. On appelle ça un oligopole. Par contre, et ça c'est une découverte pour moi, 38 % des ventes de champagne sont des ventes directes aux particuliers, ce qui représente pas moins de 70 millions de bouteilles. Les ventes en café, hôtels et restaurants ne représentent que 8 % des ventes. Alors, est-ce que l'industrie du champagne pourrait survivre sans ces ventes directes? Je ne sais pas. Il serait périlleux que je prenne position. Mais on comprend mieux pourquoi tous les producteurs autorisés aimeraient pouvoir vendre aussi directement aux consommateurs. Pourquoi croyez-vous que les provinces les plus avant-gardistes permettent maintenant la vente directement de la ferme ou de l'usine, c'est selon, hein? Je pense entre autres au Nouveau-Brunswick et aux autres provinces qui ont compris que le sort des microproducteurs pourrait à moyen terme dépendre d'une telle mesure. La conclusion logique pour moi est simple. L'industrie du pot doit commencer par faire sa liste avec l'input des producteurs autorisés standards et micros. Est-ce que l'industrie partage certains problèmes communs? Oui. Est-ce que les microproducteurs devraient se regrouper pour organiser un lobbying qui corresponde mieux à leurs besoins? Encore une fois, je ne sais pas. Mais assurément, c'est une saga pour une autre fois. Et voilà, c'était le 70e épisode de Top Pot. Questions, commentaires, critiques, n'hésitez pas à m'écrire, lucprévost@hotmail.com. Je vous remercie, comme toujours, pour votre écoute, vos partages et vos suggestions. Allez, bonne semaine, beaucoup de bien-être et bon chanvre.